Bonjour Nina, comment vas-tu? Bonjour, ça va super et toi? Nickel, merci beaucoup. Ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu es une femme qui a traversé 8 années de prison, une expérience lourde et marquante. Donc avant de revenir sur ce chapitre-là de ta vie, j'aimerais que tu te présentes si c'est possible. Bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir accueillie. Je suis aussi très honorée de pouvoir participer. Je voulais commencer par le fait que j'ai été anciennement détenue. Donc moi, je suis issue de la région parisienne. Donc j'ai eu 29 ans très récemment. Et donc, maman d'une petite fille, pareil, dont je m'occupe seule. D'accord, parfait. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as grandi, ton enfance, ton parcours? Oui, alors je suis issue d'une famille nombreuse, donc avec 2 grands frères, une petite sœur, avec des parents recomposés, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes pères pour certains. J'ai grandi un petit peu dans un milieu très anxiogène, donc avec une mère assez toxique et un père assez violent, alcoolique. Donc un divorce qui a été prononcé très tôt. J'avais à peu près 3 ans et demi. Je traversais une période assez compliquée parce que j'étais quand même assez malade. Donc j'avais un cancer à l'époque, donc un sarcome des Ewing. J'ai été hospitalisée 1 an, donc de 2000 à 2001. Et donc j'ai un peu grandi seule, quoi. Je me suis construite un peu seule et j'ai essayé de me dépatouiller un peu comme je pouvais à l'époque. D'accord. Et quand on grandit seul, quels sont les points de repère qu'on essaie de privilégier le plus pour essayer d'avancer dans la vie? Quelle a été on va dire, ta force? Bah, j'avoue que je saurais pas réellement répondre à cette question dans le sens où j'ai vraiment fait en fait avec ce que j'avais et ce que j'ai pu. C'est-à-dire que je savais que j'étais seule quoi qu'il arrive parce que j'avais pas forcément justement cette confiance-là, ce lien de confiance avec mes parents. Mes frères et sœurs, voilà, avec le plus grand, j'ai 10 ans d'écart quand même, donc on n'était pas spécialement proches non plus. Et puis autour, la famille de mon père habite donc en Algérie, donc n'était pas en France. Et puis ma mère, voilà, pareil, elle a 18 ans avec sa petite sœur d'écart, enfin assez compliqué. Je errais en fait totalement dans la rue, donc je faisais au jour le jour, je me posais pas spécialement de questions sur l'avenir. Et de fil en aiguille, on essaye un peu de s'en sortir comme on peut, quoi. J'ai pas spécialement de méthode. Nina, tu as grandi également aussi en foyer, malheureusement, qui n'est pas une enfance comme les autres. Comment tu voyais le monde à cette période? Malheureusement, je le voyais quand même assez difficilement, parce que c'est vrai que moi, en fait, je me sentais pas très légitime, même pas du tout d'ailleurs, d'aller en fait en foyer, dans le sens où moi, tout ce que j'avais besoin, en fait, c'était vraiment la considération et l'amour de mes parents, chose que je n'avais pas à l'époque. Et donc, c'était quand même assez compliqué, surtout que c'est une demande qui a été faite de par ma mère directement, donc c'est pas du tout l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui en a fait la demande de ce placement. Et donc je me sentais très incomprise, très seule finalement. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait et j'ai cherché en fait par tous les moyens qu'on vienne à mon secours. Et en fait, on n'est jamais venu, quoi. Donc, forcément, en attirant l'attention à cet âge-là, on essaye de faire un peu des bêtises à droite à gauche. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans des cas où je me suis retrouvée en garde à vue pour des petits délits, de l'arracher de téléphone, etc. En pensant qu'on allait finir par me chercher et qu'on allait me dire, écoute, rentre à la maison. Et pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. T'as passé combien de temps en foyer, exactement? Alors, j'ai passé, je crois, un peu plus d'1 an, il me semble. Sur cette année, en tout cas, j'ai effectué quand même 3 placements différents. Donc, il y en avait 2 où c'était en CEF, donc en centre éducatif fermé. Et le 3e, donc c'était un internat, parce que du coup, j'étais scolarisée en même temps. Un internat qui était quand même assez particulier, parce que c'était une méthode assez à l'ancienne, dans le sens où forcément, il y avait des garçons et des filles. Et les filles et garçons n'avaient pas le droit d'échanger ensemble. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver à manger au self. Les garçons avaient une rangée et les filles avaient une autre rangée. Et pendant le repas, on ne devait pas se parler sous peine de faire des lignes ou d'être puni. Enfin voilà, d'être même privé, de pouvoir retourner dans notre famille les week-ends. D'accord, c'était un foyer un petit peu religieux? Religieux, je sais pas, je dirais pas ça, mais c'est vraiment très archaïque, très très à l'ancienne. La directrice, elle avait quand même un certain âge, je dirais peut-être 70 ans.
En tout cas, elle était retraitée sûr et certain. Et en fait, les enseignants, les fameux enseignants qui faisaient office d'éducateurs, ils étaient mari et femme. Donc c'était en fait son fils et sa belle-fille. Donc c'était un truc très familial et assez particulier, ouais. D'accord. Et ça t'a aidé un petit peu toutes ces années passées en foyer, par exemple, à plus te savoir quitter, on va dire, ça t'a peut-être aidé par rapport à ton cheminement par la suite ou pas du tout, ça t'a peut-être mis des bâtons dans les roues plus qu'autre chose? Bah justement, en fait, c'est ça le problème, c'est que en fait, la démarche, selon ma mère en tout cas, était vraiment de m'aider à m'en sortir, de m'insérer un peu mieux peut-être niveau scolaire, alors que c'est quasiment faux, enfin totalement faux même je dirais, parce que j'ai toujours eu en fait des très bonnes notes, j'ai toujours été bonne élève. Et ce malgré l'absentéisme que je pouvais avoir en cours. Et en fait non, je pense que ça a justement accentué les problématiques qui sont venues en fait par la suite, parce que encore une fois, je me sentais pas légitime d'être dans ces endroits-là. Et puis il y avait pas du tout dans les foyers en tout cas et l'internat que j'ai fait, il y avait pas du tout d'accompagnement. Même avec les éducateurs, il y avait pas pas forcément de dialogue avec eux? Pas du tout. Moi, en tout cas, pour ma part, je dialoguais absolument pas avec le corps éducatif parce que, en fait, c'était des personnes qui étaient inconnues pour moi. Enfin, ils sont là, mais en fait, moi, j'ai pas demandé à ce qu'ils soient là. En fait, je comprenais pas. J'étais dans une incompréhension totale. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin voilà, j'étais gamine, hein, j'avais 13-14 ans. Je me disais, mais en fait, moi, je veux juste être chez moi, parler avec ma mère, lui demander pourquoi elle a fait cette demande de placement. Pour moi, tout allait bien, en fait, je voyais pas le mal. Et donc, non, ça a favorisé la déchéance après, hein, par la suite, ouais. D'accord, tu as quel âge, Nina, exactement? Donc, à l'heure actuelle, j'ai 29 ans. D'accord, 29 ans. Et quel regard tu portes aujourd'hui par rapport à la situation que tu as vécue en foyer? Quel regard tu portes aujourd'hui? Alors, le regard que je porte aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup de compassion déjà pour moi-même, de par le travail introspectif que j'ai fait, notamment en thérapie avec des psychologues. Et en fait, je me donne beaucoup d'amour aujourd'hui parce que j'en ai énormément manqué. Et puis c'est surtout que j'ai un regard assez élévateur, si on peut dire, dans le sens où, en fait, je sais par quoi je suis passée, je sais les travers que ça a pu engendrer par la suite. Et aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de dire que je me pardonne et que je comprends aussi certaines choses. Et puis voilà, non, si je devais parler à la gamine de l'époque, je lui dirais, toi, c'est pas de ta faute, t'as pas choisi. Les gens qui étaient autour de toi, malgré que t'aies pas demandé à ce qu'ils soient là, ils ont fait comme ils ont pu. Si tant est qu'ils ont fait quelque chose. Et voilà, quoi. Il y a bien meilleur qui t'attend plus tard, quoi. Effectivement. Nina, tu peux nous parler, entre guillemets, qu'est-ce qui t'a ramené en prison? Oui, toutes ces années, 8 ans exactement? Exactement, oui. Alors en fait, c'est lors d'une soirée, donc c'était un vendredi soir, je m'en rappelle encore, hein, c'était le 28 décembre 2013. J'étais accompagnée de deux camarades, de deux amies à moi féminines, hein, donc deux femmes, qui avaient 18 ans à l'époque, et moi j'étais mineure, donc j'avais 17 ans. Et en fait, on organisait très souvent des soirées donc, dans l'appartement d'une des deux filles, et on se rendait souvent à l'épicerie d'en bas du quartier. Et donc, c'était tenu par, je crois, deux messieurs à l'époque. Et en fait, souvent, ils nous voyaient en fait débarquer. Ils nous disaient, oui, ça a l'air super festif à chaque fois. Donc, ils voulaient absolument venir dans nos soirées. Et donc, on lui a à chaque fois dit, oui, t'inquiète, mais jamais on l'a ramené. Jusqu'au soir où, en fait, on avait 10 € en poche. Donc, pour 3 filles sur Paris, pour faire une soirée, clairement, on va pas aller loin. Et donc, on a réagi un peu et pensé comme des gamines de l'époque. Hein. On a un peu voulu abuser de nos atouts pour lui soutirer un peu d'argent et pour qu'on puisse passer une soirée très, très tranquille. Et donc, on est allé le rencontrer donc, dans l'épicerie. On lui a dit, écoute, si tu veux, passe à 19h, machin. Donc, il nous a dit OK. Et il est passé. Et au final, la soirée s'est pas spécialement passée comme prévu, dans le sens où... pendant la soirée, en fait, en sachant que lui ne consommait aucune chose illicite, donc ni au niveau de la fumette, ni au niveau de l'alcool. On était toutes les trois donc sous substance. Et donc, il s'est dangereusement rapproché en fait d'une des deux filles avec qui j'étais et a tenté, en tout cas très subtilement, de la toucher, en fait, de faire des attouchements sexuels. Et donc, ça s'est su dans la soirée. Et en fait, c'est parti un peu en règlement de compte, même si de base, c'était pas l'intention... prévu. Bien sûr.
Et en fait, ça s'est enchaîné d'une manière assez dramatique. Et en fait, quel a été vraiment le fait que tu as fait 8 ans de prison? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec ce monsieur qui a essayé, qui a essayé d'abuser un petit peu de ta copine? Ça s'est un petit peu déroulé très très mal par la suite? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, il s'en est suivi donc beaucoup de violence quand même pendant cette soirée que je minimise absolument pas, bien sûr, et dont je ne suis pas spécialement fière. Et donc en fait, voilà, il était quand même dans un état assez critique. Il n'avait pas spécialement de pronostic vital engagé, mais il était quand même très amoché. Et donc en fait, on a décidé donc, par la suite d'appeler les pompiers qui sont intervenus donc avec les forces de l'ordre, bien évidemment, parce que c'est quand même une scène de crime. C'est ce qu'on appelle en tout cas une scène de crime. Et donc à ce moment-là, ils nous ont écartés, ils nous ont un peu sondés. Le monsieur en question, au début, ne nous accusait pas directement. Et donc, il nous protégeait même, je dirais. Et en fait, ce qui concordait pas, c'était vraiment parce que j'avais pas mes chaussures, en fait. Mes chaussures étaient restées dans l'appartement, du fait que je m'étais précipitée pour rattraper l'homme dans la rue, parce qu'il était quand même assez... Enfin, il perdait énormément de sang quand même. Vous l'avez violenté dans l'appartement. Voilà, c'est ça. Et les faits exacts, comment ça s'est passé exactement? Qui a porté le premier coup? Alors, en fait, les violences ont commencé dès lorsqu'en fait le monsieur en question a cherché à me pousser pour en fait sortir de l'appartement. D'accord. Parce qu'il faut savoir que une des deux filles en fait avait obstrué la porte d'entrée, donc d'où le chef d'inculpation de séquestration avec acte de torture et de barbarie. Elle avait fermé la clé à double tour et mis le sommier en fait du matelas devant la porte. Donc séquestration arbitraire. Et donc en fait lui, à un moment donné où il se retrouve quasi à côté de la porte, il me pousse parce que moi en fait j'étais juste à côté et donc il voulait partir. Sauf que moi en fait je vole dans le décor. Et donc à ce moment-là, la fille m'a vu partir en arrière et donc elle a supposé, parce qu'elle a pas vu en fait ce qui s'est passé, qu'il m'avait violenté, donc qu'il m'avait porté un coup. Et donc de là, commencent les premières actions de violence. Donc elle le frappe, il est un peu sonné, il tombe par terre, elle lui met des coups de genoux au niveau du visage. Alors, voilà, vous étiez 3 dans l'appartement? On était 3, ouais. Et donc en fait, on était 2. 4 avec le monsieur? 3 filles et 4 avec le monsieur, c'est ça. Et donc en fait, on était 3, donc les 3, mais sur les 3, on était 2 essentiellement donc à porter les coups. Donc moi j'en ai fait partie, bien sûr. Et la troisième fille en question, donc celle qui était censée être la victime. J'expliquerai pourquoi je dis le mot censé. Après, elle s'est réfugiée dans un coin de la pièce et elle était apeurée. Et donc après, voilà, il y a eu toutes sortes de violences. Je vais pas rentrer dans les détails, mais suite à ça, donc on a été interpellés parce qu'en fait l'adresse que j'ai donnée pour les chaussures concordait avec l'adresse que le voisin, en fait, en entendant les bruits et les cris, etc., dans la chambre d'à côté, ça concordait en fait avec l'adresse qu'il avait donnée. Donc du coup, ils ont envoyé la deuxième patrouille donc à cette adresse et ils ont vu les dégâts et donc ils nous ont dit vous nous prenez pour des abrutis, machin. Et donc ils nous ont embarqués à ce moment-là. Et directement après le commissariat et tout s'est enchaîné. On a fait 48 heures de garde à vue très exactement. Ensuite, on a fait une nuit au dépôt. Donc, on est passé devant la juge des libertés de la détention, donc la JLD, celle qui décide finalement si, en attente de votre jugement, vous êtes en mandat de dépôt, donc en attente provisoire de votre jugement, ou si vous êtes relâché en contrôle judiciaire, soit avec un bracelet, soit avec un pointage au commissariat ou un aménagement autre. Et donc, à ce moment-là, moi et la fille avec qui on a porté les coups, on a été incarcérés donc en provisoire en attente de notre jugement. Et donc, l'autre fille, présumée victime, était sortie en contrôle judiciaire. Et donc, après ça, on a eu de très longues années d'attente jusqu'au jugement. J'ai quand même attendu un peu plus de 3 ans et demi. En mandat de dépôt. Ouais. Et donc, j'ai été jugée en octobre 2016, très exactement, sur 3 jours. Et tu avais déjà des antécédents par le passé avec la justice? Alors, au niveau des condamnations, non. Mais j'avais déjà fait de la garde à vue, oui, pour les petits délits que j'avais évoqués juste avant. Donc, ils avaient déjà... j'étais connue des services de police, oui. Il y avait déjà mes empreintes, etc. D'accord. Et quel a été ton état d'esprit au moment de ta condamnation? Une fois que tu as appris le verdict? Alors, ça peut paraître étrange, mais j'étais quand même assez soulagée dans le sens où, avec les discussions que j'ai pu avoir avec mon avocate tout le long du procès, il demandait quand même, il voulait réquisitionner en ce qui concerne le procureur de la République 15 ans pour ma personne, et on a quand même réussi à avoir une peine de 10 ans.
au lieu de 15. D'accord. Donc j'étais quand même assez soulagée. Après, j'ai pas spécialement réalisé vraiment, c'est-à-dire que j'ai quand même somatisé, peut-être par le stress ou toutes ces émotions. Et je me suis dit que j'ai quand même fait un bon nombre d'années. J'avais quand même fait 4 ans avant d'être jugée. Donc c'est quand même déduit de la peine totale. Et donc je me suis dit, tout au plus, il me restera peut-être 4 ans de plus à faire ou 3. Et au final, c'est ce qui s'est passé parce que j'ai donc fait 7 ans au total. Et en sortant, 6 mois de bracelet avec une mesure de bracelet électronique pendant le temps d'une formation. Nina, comment as-tu vécu ton premier jour d'incarcération? Alors mon premier jour d'incarcération, il faut savoir que je suis arrivée, il était quand même 2h30, presque 3h du matin, donc c'était plutôt calme. J'étais quand même assez dubitative parce que c'est vrai qu'on a tendance, nous dehors en société, à regarder des séries américaines sur ce à quoi ça peut ressembler en prison. Et donc forcément, moi j'ai pensé tout de suite aux cellules avec des barreaux, etc. Alors que pas du tout, c'était une vraie porte, juste avec un œil, tout le monde un œillet. Et donc, on est passé par la fouille, on est passé par le greffe pour justement faire les empreintes. Quand on arrive, ils nous prennent aussi, ils regardent au niveau des bras si on a des tatouages, du corps. Ils comptabilisent vraiment tout, cicatrices, piercing également. Et donc, moi, j'étais quand même assez dans l'observation plutôt. Comme je dis, avec l'état de stress, etc., j'ai somatisé, donc j'avais pas spécialement d'émotion tout de suite. C'est surtout des odeurs particulières. Il y a une certaine odeur. La prison, c'est comme un peu dans les hôpitaux. Et le bruit aussi, je pense qu'il a dû Le être bruit, ouais, pénible. parce que c'est vrai qu'au niveau du soir, il y a énormément de tapage aux portes. Des filles qui s'échangent 2-3 mots par les fenêtres, qui crient, la musique, tout ça. Et du coup, quand on arrive, on est au quartier arrivant, donc en fait, c'est assez calme parce qu'on n'est pas dans la détention elle-même. C'est dans une autre coursive. D'accord, en attendant de rentrer Voilà, c'est vraiment ça. avec les autres. C'est ça, après les fameuses 2 semaines d'observation, qui sont quand même assez cruciales pour le reste de la détention, parce que c'est là où ils établissent plus ou moins un profil type du détenu. D'accord. Et ton état psychologique, tu regrettais fortement? Ça te permettait de te remettre en question pour le moment ou c'est venu par la suite? Alors, j'étais pas tout de suite dans le regret, parce que du coup forcément j'ai été forcée de penser à moi à ce moment-là, et donc je pensais pas spécialement à l'homme tout de suite. Je me suis plus demandé qu'est-ce que je foutais là, quoi. Clairement, je me suis dit comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ces circonstances. Je suis en prison, quoi. Enfin, pour moi la prison c'était qu'à la télé, à travers des séries ou des reportages, et donc j'étais en fait je me suis tout de suite poussée un peu le pied aux fesses, si on peut dire, pour me reprendre. Et donc, j'ai tout de suite, le lendemain, dès l'ouverture des portes à 7h, demandé à voir un psychologue. Et donc, c'est là, en fait, que s'est enchaînée une longue thérapie qui aura duré même un peu plus que 7 ans, parce que je suis sortie au bout de 7 ans, mais je l'ai prolongée, cette thérapie à l'extérieur, pendant 1 an après, pour m'aider à comprendre, en fait, ce qui m'avait ramené jusqu'ici, quoi. D'accord. Et à quoi ressemblait une journée type en prison pour toi? Alors, une journée type, en tout cas, me concernant, si on ne parle pas du quartier arrivant, quand on est en détention, le matin, moi j'ai toujours travaillé en détention, hein, donc il y a plusieurs jobs. Moi personnellement, je faisais auxiliaire cantine. D'accord. Donc en fait, je distribuais les cantines des détenus. Donc les cantines, c'est des produits alimentaires, hygiène, etc. que les détenus achètent. J'ai aussi passé des formations, etc. Donc le matin, on ouvre la porte à 7h. La surveillante, elle demande si on a une poubelle à sortir, si on veut prendre la douche, si on a des bons de cantine à donner. Pour celles qui travaillent, est-ce que vous allez au travail? Il y a des promenades aussi le matin, entre 8h45, 9h et 11h45, parce que c'est l'heure de la fameuse gamelle du repas. Ensuite, on est fermé au moment des repas. L'après-midi, pareil, ils réouvrent à 13h30. Celles qui ont des activités vont à leurs activités, celles qui ont école vont à l'école. Il n'y a pas de job l'après-midi, sauf pour les oxys, parce qu'on prépare les chariots du lendemain. Oui. Donc moi, ça m'arrivait de travailler l'après-midi. Et donc après, pareil, 17h30, enfin il y a des promenades de 14h à 17h30 par là. Réintégration des cellules, pareil, la gamelle du soir. Et 18h30, 18h45, fermeture des portes, quoi.
T'as pas passé des diplômes en prison? Si, j'ai passé des Si? diplômes. Lesquels? Ouais, j'ai passé des diplômes. J'ai travaillé, donc j'ai obtenu des diplômes en détention. Donc j'ai fait un Très bien. CAP hôtelier, service hôtelier. D'accord. J'ai fait également une formation en emploi de commerce en magasin avec option jardinerie, si jamais on voulait travailler dans un fleuriste ou autre. J'ai fait une initiation à la cuisine qui m'a valu l'obtention d'un CAP cuisine à l'extérieur. Donc ça, c'est par la suite, c'est vers la fin de la détention. J'ai également fait mon SST, j'ai aussi fait mon HACCP. Ah, t'as vraiment fait beaucoup de aussi, choses. ouais, et j'ai obtenu aussi mon brevet des collèges. Félicitations. Merci beaucoup. Même si ça n'a pas été dans des conditions, on va dire, les plus optimales. Mais en tout cas, voilà, au moins, t'as pas chômé, t'as essayé de faire des activités. Et en plus, par rapport aux réductions de peine aussi, ça peut être avantageux pour toi. Bien sûr. Et tu le faisais pourquoi, justement? Peut-être pour moins te sentir seul, sortir plus de ta cellule, ou tu voulais vraiment passer ces diplômes? Alors, je voulais vraiment déjà passer ces diplômes parce que ça faisait partie de mon projet de réinsertion, hein, la cuisine. C'était quelque chose qui m'animait déjà parce que j'aime cuisiner et aussi parce qu'il y a une certaine discipline dans ce métier. Donc j'aimais beaucoup. Quand j'ai fait le brevet, c'est parce que j'avais pas spécialement de choix, dans le sens où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ou 17 ans, il me semble. Oui, 16 ans. Donc quand je suis arrivée mineure, on m'a dit bah écoutez, c'est l'occasion. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est quelque chose que j'avais pas concrétisé à l'extérieur. Et puis voilà, parce que ça fait toujours plus de bagages à avoir pour la sortie. Bien sûr. Je voulais aussi m'en sortir par la suite. J'étais très projetée après. Et puis ça fait énormément passer le temps en détention, quoi. Ça te sort de ta cellule. Et puis c'est aussi avantageux, comme tu l'as dit, pour les CRP ou les RPS. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, Nina, quand tu as passé ces 8 ans en prison? Quel a été le plus dur? Alors le plus dur, je pense, c'est vraiment déjà le fait d'être dans un milieu où il y a que des femmes. C'est-à-dire que, même si c'est paradoxal de dire ça parce que j'en suis une, mais c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de cancans, crépage de chignons, les on-dit, etc. Donc au quotidien, vraiment, dans un milieu clos, fermé, tout le temps 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est un peu usant psychologiquement. Et puis surtout l'hygiène, les conditions de vie, en fait, tout simplement l'hygiène, l'alimentation, très compliqué. Quand on est une femme, voilà, on n'a pas forcément d'accès aux soins, par exemple comme les gynécologues ou autres. Enfin voilà, c'est quand même assez important chez une femme. Tout est décalé, quoi, si tu vas à un C'est ça, rendez-vous et tout. même au niveau de l'esthétique, hein, tout ce qui est coiffeur, coiffure. Voilà, moi je me maquille pas spécialement, mais il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui se maquillent, qui ont besoin en fait de se sentir femme, et en fait on perd cette féminité vraiment, cette dignité en tant que femme. Voilà, quand on est en détention, c'est très compliqué à vivre. Quelles ont été les relations entre les détenus et le personnel pénitentiaire? Quel rapport tu as eu avec eux pendant ces 7 ans de prison, pardon? Alors, en maison d'arrêt, donc à Fleury-Mérogis, j'avais plus ou moins de bons rapports avec les surveillantes, parce que c'est vrai que les surveillantes sont assez cool, en tout cas au quartier femmes. Après, c'est vrai que c'était plus compliqué au niveau du centre de détention, donc, où j'ai été transférée après mon jugement. Il y avait énormément de conflits entre les détenus, en tout cas moi particulièrement, parce que c'est vrai que j'étais une détenue assez libre d'esprit, et donc je connaissais plus ou moins mes droits que j'avais étudiés par le biais de l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, que j'appelais régulièrement, qui est une organisation et une association qui veille à ce que les droits des détenus soient respectés en détention. D'accord. Je faisais intervenir également beaucoup mon avocate, qui est donc la présidente de l'OIP, Madame Boiselle Delphine, très bonne avocate. Et donc, je menais en fait un combat très psychologique plus qu'autre chose avec cette administration pénitentiaire qui était convaincue que pour remettre dans le droit chemin les détenus, il fallait exercer une certaine répression, exercer un abus de pouvoir assez conséquent sur la détention des détenus, quoi. D'accord, et avec les détenus, t'as déjà assisté par exemple à des scènes très violentes qui t'ont peut-être choqué? Oui, alors violentes au quartier des femmes physiquement, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est surtout verbalement et psychologiquement, comme je le dis et je le répète. Verbalement, oui, on a eu, ils ont une manière de parler. Déjà, il y a du tutoiement, chose que moi je cautionne pas spécialement parce qu'on se connaît pas et que c'est pas parce qu'on est 7 jours sur 7, 24 sur 24 entouré de l'administration pénitentiaire qu'on peut se permettre, surtout qu'elle nous demande de les vouvoyer, donc par respect. Il y a eu des insultes, beaucoup de rabaissements, voilà, toujours cette atteinte à la dignité finalement, de se sentir comme un déchet, quoi. Pour toi, c'est contre-productif un petit peu, non? Bien sûr, totalement contre-productif, parce qu'en fait, on ne favorise pas une bonne réinsertion qui pour moi n'existe pas réellement et concrètement,
parce qu'il n'y a pas d'accompagnement après la libération des détenus. Et puis c'est surtout que selon moi, ça devrait commencer dès l'incarcération du détenu jusqu'à donc après la sortie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc je dirais que ça attise un peu plus justement la haine et la colère des détenus qui ont envie plus ou moins de se saboter encore plus, ou du moins de saboter et leur détention et leur avenir, parce que ça brise un peu la confiance en soi, l'estime de soi des détenus. D'accord. Et sinon, globalement, avec les détenus, ça se passait généralement bien? Alors oui, généralement bien, c'est un bien grand mot, mais ça se passait. C'est-à-dire que j'ai pas été plus embêtée que ça, en tout cas moi, toujours, pendant ces 7 ans de détention, parce que je pense que j'avais un profil naturellement à rester dans mon coin. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime les histoires de base. J'en ai quand même eu, parce qu'on a quand même essayé de m'en faire, mais toujours de manière intelligente, j'ai essayé de m'en dépatouiller comme j'ai pu, quoi, et ça a plus ou moins marché, pas toujours. J'ai traversé beaucoup de phases où j'étais très en colère, donc je pleurais énormément, moi en cellule par exemple, de colère, de haine. Il y a des fois où voilà, j'avais recours aussi à des mutilations que j'ai pu faire aussi sur mes bras, d'où le fameux tatouage que j'ai là pour essayer de recouvrir un peu ces cicatrices. Et donc ça n'a pas été simple tous les jours, voilà. Mais je m'en suis sortie. Et justement, tu as fait une rencontre qui a peut-être changé ton incarcération, qui s'est passée peut-être plus facilement, ou peut-être même à l'inverse aussi. Alors, j'ai pas spécialement fait de mauvaises rencontres, mais j'ai fait des rencontres qui m'ont aidée. Notamment, je me souviens d'un atelier cinéma, justement, qu'on faisait avec l'actrice très connue Adèle Exarchopoulos, qui venait très souvent avec le réalisateur Pierre Godot. D'accord. On aurait dû avoir la victime, et je crois qu'à ce moment-là, elle était enceinte, ou en tout cas, elle avait un empêchement, donc elle n'a pas pu venir. Et en fait, cet atelier était très instructif, déjà au niveau cinématographique. On a pu se mettre dans la peau d'un acteur, on a pu voir comment un tournage se faisait, comment il procédait derrière la caméra, etc. Et elle nous a donné énormément de soutien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des contacts, moi, avec Adèle, personnellement. Et d'ailleurs, s'en est suivi un tournage de film que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, qui s'appelle Éperdument, qui retrace en fait l'histoire de Ilan Halimi à l'époque, mais bien sûr de manière fictive, dont j'aurais pu participer, mais comme je n'avais pas été libérée à ce moment-là, les détenus qui avaient été libérés lors de cet atelier ont gardé contact donc avec Adèle et ont pu participer à ce tournage. Donc cette personne m'a fait beaucoup de bien. Et après, c'était surtout au niveau du personnel pénitentiaire, donc de l'administration pénitentiaire, certaines surveillantes qui m'ont énormément aidée aussi avec les échanges que j'ai pu avoir avec certaines. J'ai pu parler de mes antécédents, c'est-à-dire ma vie avant la prison, mes projets de réinsertion, etc. Et même si elles étaient en minorité, il y en avait quand même pas mal avec qui j'ai pu échanger, et c'était super, quoi. D'accord. Et comment tu arrives à gérer une bonne mentale, on va dire, comment tu arrives à gérer ta santé mentale avec toutes ces années de prison? Quels ont été les repères pour toi qui t'aidaient tous les jours, on va dire, à tenir? Alors en fait, ce qui m'aidait essentiellement à tenir, moi c'est vrai que j'ai toujours été dans la musique, mais ça c'est bien avant la prison. Ça a été comme un refuge, la musique ça a toujours été une thérapie pour moi, au sein déjà même de ma famille, dans ce milieu très anxiogène. Et donc je chantais énormément en prison. Je chantais, je rappais, j'écrivais énormément. Je cuisinais aussi. Et je rêvais énormément. Mais rêver, pas dans le sens d'un petit enfant. Rêver des petites étoiles ou des petits bisounours quand on dort, c'est vraiment... je me disais, voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir ça. J'ai des projets. Ah, des rêves concrets, voilà, quoi. Voilà, c'est ça, des ambitions. Et donc, en fait, c'est ce qui fait tenir aussi, parce qu'on se dit... c'est un peu la branche à laquelle on s'accroche, et on se dit, en fait, coûte que coûte, on va y arriver à ce projet, on va le faire. On va sortir, on va le faire, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans... Et en fait, ça tient, ça aide à tenir en fait tout au long de la détention. Et moi, ça a été mon cas. Bien sûr. Et tu as découvert des passions que tu soupçonnais pas en toi lorsque tu étais à l'extérieur? Des passions que j'ai pu trouver à l'intérieur? Exactement, peut-être que tu soupçonnais pas, qui t'ont peut-être étonné? Bah, on peut dire l'écriture, j'ai toujours eu un penchant pour l'écriture, mais je dirais plutôt dans l'interprétation de mes écrits, donc notamment dans le fait d'aller au studio aujourd'hui, par exemple, de faire des sons. C'est quelque chose que je ne faisais pas à l'époque parce que j'étais quand même assez pudique
Voilà, D'accord. j'étais pas spécialement à l'aise sur le fait d'être au devant de la scène entre guillemets, et en fait je me suis dit qui d'autre pourrait mieux raconter mon vécu, parce que c'est essentiellement mon vécu que je raconte dans les textes que j'écris, que moi-même en fait, personne. D'accord. En Donc prison, tu as trouvé plus de confiance en toi? oui, ça peut paraître bizarre, mais oui, du coup, parce que je me suis forgée toute seule. J'ai aussi appris énormément des autres, donc des gens qui m'entouraient, que ce soit de l'administration pénitentiaire, de l'humain en général, des détenus. Et en fait, je suis revenue aux choses qui, en tout cas, selon moi, sont essentielles pour avoir de bons principes, des bonnes valeurs et pour pouvoir se sentir à l'aise dans ses baskets, quoi. D'accord. Et est-ce que, Nina, la prison t'a changé? La prison change tout le monde. D'accord. Donc la prison m'a Et énormément de changé. quelle manière, justement? De manière positive. D'accord. Dans le sens où je suis ressortie avec énormément de bagages. J'ai, à travers cette thérapie donc fait avec les psychologues, appris énormément sur moi, sur ma famille, sur le fait que tout ce qu'on m'avait fait croire pendant toutes ces années, bah, c'était faux, dans le sens où non, je n'étais pas la cause des problématiques de ma famille. Non, je n'étais pas à l'origine du divorce de mes parents. Toutes ces choses-là qu'on a un peu voulu me faire porter très jeune, très tôt, sur mes épaules. Injustement, Et bien sûr. injustement, bien sûr. Et donc, en fait, j'ai ouvert les yeux, tout simplement. J'avais les yeux cachés par un voile, et en fait, j'ai enlevé ce voile, et en fait, je me suis dit, ah ouais, dinguerie, quoi. Et tu as gardé contact pendant toutes ces années de prison avec certains proches? Alors, extérieur, Oui, extérieurs. oui, bah, j'avais des parloirs, hein, j'avais des parloirs. Donc, ma mère venait, mon frère aîné, avec qui j'ai 10 ans d'écart, venait. Ma sœur, avec qui j'ai 3 ans d'écart, donc ma petite sœur, venait aussi. Elle n'est pas venue pendant les 7 années, mais elle est quand même venue 5 ou 6 fois. Et puis mon père est venu, je crois, 4 fois, en maison d'arrêt, essentiellement. Et je crois pas qu'il soit venu quand j'étais en centre de détention. Mais après, voilà, les parloirs se passaient pas spécialement bien tout le temps, parce que cette toxicité, elle n'a pas disparu du fait que je sois incarcérée, malheureusement. J'aurais aimé, souhaité, mais pas du tout. Donc j'avais le droit parfois à des petits pics du style ouais, moi j'en ai fait des conneries dans ma vie, mais je suis jamais arrivée en prison, avec des rires un peu, voilà, toujours pour comparer, rabaisser. Voilà. Mon cœur, un peu. Ouais, D'accord. Et Nina, tu regrettes ton geste à l'heure d'aujourd'hui? totalement, dans le sens où en fait, il faut savoir que la chute de l'histoire, du pourquoi j'ai été incarcérée, justement, parce que tout à l'heure, je disais que c'était une victime censée, en tout cas, l'être. Et donc, faut savoir que cette personne-là, elle a menti. Donc, en fait, on s'est retrouvé à violenter et à agresser donc un homme innocent, qui n'avait jamais tenté d'agresser sexuellement donc cette fille-là, que je pensais connaître, qui était censée être mon amie à l'époque. Et donc, on a appris ça au cours de l'instruction, pendant l'enquête, hein, donc avant le jugement. Et puis ça s'est avéré vrai tout au long de la détention, parce qu'en fait cette fille-là, qui était donc en contrôle judiciaire, a répété les mêmes faits avec d'autres personnes. Et donc elle m'a également causé des problèmes, moi, parce qu'il s'avère que elle a été incarcérée 1 mois avant notre jugement, donc en septembre 2016 très exactement, au sein de la MAF de Fleury-Mérogis. Et ils n'ont pas trouvé rien de mieux que de me la mettre dans ma cellule. Et donc, l'autre fille nous a rejoint peu de temps après, parce qu'en fait, ils se sont dit par moyen de transport, vaut mieux qu'elles soient toutes au même endroit pour qu'on vienne les chercher en fourgon cellulaire et qu'on les ramène au tribunal, que d'aller en chercher une à Fresnes, une à Fleury, une à Versailles. Ok, c'était Donc, plus c'est simple. pour éviter de rassembler plusieurs fourgons cellulaires, plus de personnel Exactement. qui est déjà en sous-effectif, dans beaucoup de corps de métier d'ailleurs. Et donc, elle m'a fait énormément de problèmes. Dans le sens où moi j'ai toujours été bien en cellule. À l'époque, j'en suis pas fière aujourd'hui, mais de toute façon je ne consomme plus rien, mais à l'époque je consommais énormément de produits illicites. J'avais tout dans ma cellule, moi, donc je lui donnais énormément de quoi fumer, etc. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, et en fait ça lui a déplu, et elle a été voir donc le gradé de l'époque, qui était nouveau, parce que à l'époque où elle est arrivée, donc en 2016, l'équipe avait changé. Donc c'était plus du tout ceux qui m'avaient connue dès le début en tant que mineure. Et elle a été dire comme quoi je l'avais agressée moi-même sexuellement dans la cellule. Elle avait un problème mental. En fait, toutes les personnes avec qui elle a une frustration difficile à gérer, c'est-à-dire quand on lui dit non, quand on s'aime pas un caprice, ou que y a des choses qui sont révélées sur elle
qu'elle voulait peut-être pas que ça se sache, par exemple, tout de suite. Elle se défendait en fait, elle se défendait en se faisant passer pour la victime. Okay. Et voilà. Et tu as encore des relations avec, enfin, tu les vois tous les jours? Tu les vois tout le temps ou pas? Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Faut savoir que je le savais de toute façon. C'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois parce que c'est un réel poison, cette fille. Quand elle est sortie de prison, elle a essayé de me contacter. Et donc, moi, je l'ai tout de suite bloquée. Elle a essayé, pareil, de me faire un travail psychologique en me disant oui, mais c'est du passé. Enfin bref, en essayant de faire un petit peu toujours la carte de la victime, qu'elle était désolée, etc. Alors que pas du tout. Et donc, moi, j'ai dit ouais, mais non, en fait, moi, ça y est, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, je suis maman. Enfin voilà, enfin ça fait 3 ans, ça faisait 5 ans. Ouais, donc je voulais plus en entendre parler. Et je lui ai dit moi, si à la limite, je garde ton contact, c'est pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est ton numéro de téléphone et c'est pour m'assurer que tu payes tes parties civiles. Bien tout sûr. Simplement. Et ils ont pas essayé de l'aider, la justice, quand ils se sont rendus compte qu'elle avait menti au final? En fait, nous, on nous avait dit à l'époque de se retourner contre elle, de déposer plainte, parce qu'on aurait pu le faire, sauf qu'en tant que détenu, déjà une plainte dans la société, elle est très, très rarement, poursuivie. En tant que détenu, ta plainte, elle vaut rien du tout. Ouais, donc, et j'ai déposé plainte contre elle. Il n'y a jamais eu de suite. Et elle est toujours en liberté, toujours. Elle est toujours dehors, elle vit sa best life. Elle paye pas les parties civiles. Ça fait maintenant 1 an qu'elle n'a pas payé. Ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Donc, comme quoi, même les parties civiles, elle les prend pas en fait au sérieux et en considération, parce qu'elle s'en fout. Et je suis pas la seule avec l'autre fille. Qu'elle a mis au trou comme ça gratuitement. J'ai été en communication parce qu'en prison il y a des téléphones, on le sait, c'est pas nouveau. J'avais un téléphone portable et j'avais énormément de contacts avec l'extérieur. Et donc quand j'ai vu tous les déboires qu'elle faisait autour d'elle, en fait je me suis dit mais en fait je la connais pas cette fille-là. Moi je pensais que c'était mon amie, que je la connaissais mais pas du tout. Et donc je me suis renseignée et j'étais avec son ex-copain de l'époque qui lui était je crois à Villepinte. Et en fait, il m'a raconté lui aussi que il était en prison à cause d'elle. Parce qu'il y avait un truc de guet-apens, je sais pas trop quoi, elle l'avait balancé, elle a donné son nom. Enfin bon, bref, voilà quoi. Donc c'était une fille très problématique. Ouais, très dangereuse aussi. On peut pas se fier à elle. Bien sûr. En tout cas, Dieu merci que tu as tourné la page et que tu es passé à autre chose aujourd'hui. Totalement. Et ta sortie de prison, elle s'est passée comment, Nina? Alors ma sortie, donc déjà, faut savoir qu'on ne l'a pas annoncé comme ça. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ils m'ont fait un travail psychologique, ils ont voulu mettre la pression jusqu'au dernier jour. Toutes les filles qui étaient passées en débat contradictoire donc devant la juge d'application des peines, en fait, elles avaient eu leur réponse, donc la plupart étaient libérées, et moi, j'avais pas ma réponse. Donc par exemple, on était peut-être, je crois, 3 à passer ce jour-là, et elles ont eu une réponse 2 ou 3 jours après, à la même heure. La greffière est venue sur le bâtiment, Madame Intel, voilà, veuillez signer, truc, machin. Et moi, j'attends. Et 17h est arrivé, forcément fermeture de l'administration, en tout cas dans les bureaux. Et j'ai sondé la surveillante de la coursive. J'ai dit comment ça se fait que moi j'ai pas eu de réponse. Et on me disait faut patienter, il faudra attendre lundi. Donc on voulait me laisser tout un week-end sans avoir de réponse. Et j'ai dit mais en fait je peux pas tenir un week-end, c'est pas possible. Et j'ai tellement fait du forcing que la surveillante elle m'a dit la chef elle va vous recevoir. Et donc la chef du bâtiment m'a reçue et elle m'a dit bon je vous ai rien dit mais on a déjà reçu la réponse de votre débat contradictoire et ça a été accepté. Et mais c'est parce que j'ai fait du forcing quoi. Sinon on m'aurait jamais reçu, on m'aurait pas dit, on m'aurait laissé attendre jusqu'à lundi. Et donc quand est arrivé le jour où je devais être libérée, comme à mon entrée en fait j'ai somatisé. C'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit. Je crois que j'ai dormi 1 heure tout au plus. Et en fait, mon frère est venu me chercher, donc on m'a fait sortir de cellule à 5h30. Parce que pareil, comme à l'entrée, on doit faire la fouille, l'inventaire, on doit récupérer tes affaires. Voilà, les empreintes, signer des papiers, réattribuer tout ce qui est carte de circulation, etc. qu'on nous attribue à l'entrée. Et donc après, mon frère est venu me chercher. Et en fait, j'avais pas d'émotion. Je sortais parce qu'on m'a dit que c'était le moment de sortir. Donc je suis sortie. Tout de suite après, on a été faire la pose de bracelet. Donc on avait jusqu'à 9h pour se rendre au niveau des bureaux des SPIP de Dijon pour pouvoir faire la pose de bracelet.
Et donc, on avait fait 2 heures de route avec mon frère. Après, moi, j'ai dormi dans la voiture parce que j'étais complètement sommée avec le stress. Et peut-être un peu déboussolé aussi par rapport à ta sortie, avec les gens qui arrivent. C'est ça. Donc, de stress, en fait, j'ai dormi. Et puis voilà, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait le premier jour que tu es sortie de prison? Alors, le premier jour, du coup, j'ai fait la pose de bracelet, donc au matin. J'ai parlé d'ailleurs avec un conseiller de probation très sympathique, qui me disait qu'il avait aussi travaillé dans les quartiers de jeunes, dans des milieux précaires, etc. Et donc, assez sympa. Il a même été assez sympa sur les horaires, parce que la juge, elle n'avait pas forcément donné d'horaire fixe pour le bracelet. Mais il m'a dit, bon, voilà, machin, je te mets jusqu'à 20h, comme ça, t'as le temps, si t'as envie de sortir et tout. Donc, vraiment très cool. Et donc, on a établi le périmètre de sécurité. J'ai découvert le nouveau lieu où j'allais vivre pendant cette formation de cuisine qui a duré donc 6 mois, à l'AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur. Et donc voilà, j'ai fait mon petit train-train à partir de ce moment-là, quoi. D'accord, Nila. As-tu rencontré des obstacles pour retrouver une vie normale? Oui, énormément. Surtout après 7 ans de détention, c'est quand même pas anodin de retourner dans une société qui vit à un autre rythme qui est quand même assez différent. Parce que c'est vrai que même si on vit sur la même planète, la notion du temps en prison et à l'extérieur n'est pas la même. En prison, ça passe beaucoup plus lentement, alors que dehors, une journée de 24 heures, elle est vite passée. Et quand on sort, en fait, on a vraiment cette sensation de faire spot, en fait, et où on a marqué sur notre front sort de prison. Alors que pas du tout, en fait, mais c'est un vrai ressenti que beaucoup ont eu. En tout cas, moi, je l'ai eu. Et en fait, on fait attention à nos faits et gestes. Forcément, la circulation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en détention. Même la vue, au niveau de la vue, tout est rapproché en prison parce que tout est, voilà, c'est ça, tout est fermé, il y a des barrières partout. Donc en fait, on a notre vue qui peut baisser aussi en prison. Alors que là, c'est beaucoup plus élargi. Il y a des voitures, il y a du bruit qu'on n'entend pas. Et donc, c'était très contraignant pour moi parce que beaucoup de stress. Et au niveau des démarches notamment. Je suis sortie à 24 ans, donc fiscalement rattachée aux impôts de mes parents, et enfin de ma mère surtout, et la sécurité aussi sociale de ma mère parce que je suis rentrée à 17 ans. Et donc ça change une fois qu'on est adulte et majeur, et donc j'ai dû entreprendre ces démarches avec beaucoup de difficultés parce que j'avais peur du jugement, j'avais pas spécialement envie de mettre en avant le fait que je venais de sortir de prison. Et en plus de ça, je l'ai fait dans une ville qui m'était totalement inconnue, parce que j'avais jamais mis les pieds à Dijon ou à Chevigny, Saint-Sauveur. Et donc, très compliqué de remettre le pied à l'étrier. D'accord. J'ai une petite question. Oui. Tu penses que c'est plus dur de sortir de prison en tant que femme ou en tant qu'homme? Ou c'est pareil parce qu'on a vécu tout simplement la même détention, entre guillemets? Alors, je pense que si on peut parler d'humain, parce que j'aime pas faire cette différence entre hommes et femmes, parce qu'on est avant tout des humains, même si on est très différents au niveau de la pensée, de plein de choses. Je pense que c'est dur, quoi qu'il arrive. Après, et puis ça laisse pas indifférent. C'est pas plus dévalorisant, d'être une femme, on va dire, qui a fait de la... Je sais pas, parce qu'il y en a qui jugent d'une manière... Alors oui, aux yeux de la société, une femme qui fait de la prison et qui sort de prison sera toujours plus mal vue qu'un homme qui fait de la prison. Ça veut pas dire que les hommes qui font de la prison sont bien vus. Bien sûr. Mais c'est pareil. Au niveau de la différence ou de la comparaison, si on peut dire ça comme ça, la femme dans la société, elle doit être rangée. Elle doit être mariée, avoir des enfants, tenir sa maison, avoir un job. Une femme qui fait de la prison, elle est considérée comme folle, comme psychopathe, ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment, c'est pas une femme, voilà. Puis il y a même des hommes qui peuvent le dire. Moi, je peux pas marier une femme qui a fait de la prison. Je peux pas marier une femme qui, voilà. Chacun a ses avis là-dessus, mais c'est toujours plus compliqué, c'est vrai, d'avoir cette étiquette-là en tant que femme qu'en tant qu'homme. D'accord, c'est un peu moins récurrent au niveau de l'entendre, parce qu'autour de nous, on entend plusieurs personnes en tant qu'être humain homme. Voilà, c'est ça. Partir en prison, et c'est vrai qu'en tant que femme, on en voit pas très souvent. Ouais, puis. Et justement, je te remercie d'être là avec nous pour partager ton histoire, partager ton expérience, et peut-être donner envie aux femmes, aux autres femmes, par exemple, de parler. Ça peut être aussi avantageux pour eux. Bien sûr, c'est là le but, vraiment de faire, comme je dis, de passer de la prison à de la prévention, parce que la rédemption, en tout cas pour ma part, elle passe pas par l'oubli, mais plus par justement l'engagement. Et donc c'est essentiel pour moi de transmettre ce savoir, parce que c'est aussi un savoir, bien que ça n'intéresse pas tout le monde, mais de savoir ce qui se passe au-delà des murs de ces prisons, dans quelles conditions
les femmes, elles vivent. Moi, je parle plus des femmes parce qu'en l'occurrence, je connais mieux. Puis les conditions, de toute façon, on sait qu'elles sont pas pareilles. Les hommes ont un certain confort que les femmes n'ont pas. Les téléphones, voilà, ils ont des iPhones, des trucs, les PlayStation, tout ça. Enfin, c'est quand même un confort, même si ça veut pas dire que leur détention se passe très très bien. Que les femmes, on n'a pas. Puis il y a beaucoup de trafic aussi chez les hommes, il y a beaucoup de ça, alors que chez les femmes, il y en a très peu, enfin en tout cas beaucoup moins. Et donc c'était essentiel de faire passer ce message justement à travers cette interview. Et je te remercie d'ailleurs de me recevoir et de pouvoir faire passer ce message, d'informer au mieux les gens. Tout le plaisir est pour nous. Et Nina, tu as reçu de l'aide pour ta réinsertion? Alors pas du tout, pas du tout. La réinsertion, faut savoir, en tout cas, je pense qu'on est très unanime là-dessus en tant que personnes détenues qui avons connu ce système. Il n'y a pas du tout de réinsertion. Et donc, il n'y a pas de structure qui aide les détenus à se réinsérer? Voilà, c'est ça. Pas du tout d'encadrement, d'accompagnement. On laisse les détenus en fait sortir libres comme ça, sans suivi. À part pour celles et ceux qui ont des obligations fixées par la juge. Donc très souvent, c'est des obligations de soins, donc obligatoires de type psychologue, psychiatre, suivi, etc., avec des rapports à faire, compte rendu, SPIP également. Mais réellement quelque chose de concret dans la réinsertion professionnelle, pas du tout. Plus profondément, il n'y a pas de... Il n'y a rien. D'accord. Et comment ressens-tu le regard des autres depuis ta sortie de prison? Je trouve que c'est très hypocrite parce qu'on nous fait croire que on veut aider les gens à s'en sortir, à s'insérer ou se réinsérer. Et en fait, pas du tout. Ils nous aident pas. Ils sont plutôt dans, justement... le jugement? Le jugement, et puis surtout informer au moins les détenus pour pas qu'ils puissent connaître leurs droits, pour pas qu'ils puissent justement se retourner contre ce système. Et donc, on est dans une forme d'hypocrisie, pour moi, totalement. On n'est pas là pour aider les gens. On a plus de facilité à juger, à critiquer, qu'à soutenir et à accompagner. D'accord, tu t'es pas senti totalement soutenu par du tout, non, du tout. Au contraire, moi, j'ai plus servi de punching ball en tant que détenue, par cette pression psychologique au quotidien. On avait l'impression qu'elles étaient là vraiment pour régler des comptes, alors qu'on est inconnus. Finalement, elles sont là pour... J'ai toujours dit, l'administration pénitentiaire n'est pas là pour faire de la répression. L'administration pénitentiaire est là pour veiller à la bonne réinsertion du détenu, lui faire comprendre ses erreurs, faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive derrière, parce qu'ils font aussi partie de cette... Enfin, ils ont ce rôle-là aussi à jouer. Et en fait, quand on exerce une certaine pression, une répression, etc., on favorise en fait l'inverse. Donc c'est contre-productif. Nina, quels sont tes projets maintenant? Alors mes projets, c'est essentiellement de me tourner justement donc vers de la prévention, faire des interventions au niveau de structures éducatives sociales, afin de sensibiliser un maximum et de transmettre donc le message que je n'ai pas pu entendre et avoir étant plus jeune. Et donc, je suis passée aussi par l'OIP, vers qui j'ai livré mon témoignage, et qui va m'aider aussi dans ces actions. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui ont connu la même situation que toi lorsque tu étais incarcérée? Le message, c'est qu'elles tiennent bon, que j'espère qu'elles vont s'en sortir. Tu parles des personnes qui sont incarcérées? Exactement, surtout des femmes. Femmes qui étaient dans la même condition que toi, avec... peut-être pas les mêmes problèmes, mais en tout cas, vous étiez dans le même circuit carcéral. Alors, qu'elles tiennent bon, voilà, qu'elles fassent un maximum d'activités, surtout qu'elles aient un bon comportement, parce que ça aide notamment dans les remises de peine supplémentaires donc qu'on nous attribue quand on a un bon comportement pour sortir un peu plus vite en aménagement de peine. Et voilà, qu'elles s'instruisent, qu'elles n'hésitent pas à consulter des bouquins qui leur donnent accès à leurs droits, qu'elles ne tiennent pas compte de ce que l'administration peut dire, et surtout qu'elles se battent pour faire valoir leurs droits et qu'elles baissent pas les bras, quoi. Même si c'est très compliqué, qu'elles continuent à se battre pour ça. D'accord. Et tu as eu l'idée un jour peut-être de faire un livre sur ton histoire? Bien sûr, on l'a évoqué d'ailleurs avec Yannick Deslandes, que j'ai pu rencontrer également. Et donc, c'est vrai que c'est essentiel pour moi parce que ça retracerait pas uniquement mon parcours carcéral, mais ça évoquerait aussi mon parcours avant l'incarcération. Et donc, c'est aussi un autre message à faire passer parce que y a la compréhension du avant, du pendant et du après. Et donc, pour moi, c'est essentiel de le faire. En tout cas, c'est en voie d'être
concret. D'accord, ok. Ben, en tout cas, on te souhaite beaucoup de chance à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et je voulais savoir aussi, Nina, t'aimerais bien te déplacer en prison aussi pour les femmes, pour essayer de délivrer un message? Bien sûr. Alors après, ça c'est quand même assez complexe parce que il me semble, selon mes recherches et ce que Yannick m'a dit, il faut absolument rentrer avec un badge associatif, je crois. On peut pas y rentrer. Oui, comme ça, bien évidemment. C'est ça, mais c'est en projet, donc du coup, le D'accord. projet de monter mon association également D'accord. en fait partie. Donc oui, D'accord. totalement. Et tu as le nom de ton association? Pas du tout, Pas encore, parce que c'est vraiment comment dire, un projet qui me tient à cœur, et donc du coup, je me suis pas encore penchée plus dessus que ça, parce que pour l'instant, je pense que c'est plus important que je commence par l'autobiographie. D'accord. Parce que c'est un peu la carte de visite, hein, Oui. pour pouvoir accéder. Et donc, les gens me connaîtront, je pense, avant tout par cet ouvrage, et après, par mes déplacements. D'accord. Et tu t'es déjà déplacé dans des foyers, par exemple, ou dans des associations? Alors, Ou tu actuellement, comptes, actuellement, pas du tout. Mais D'accord. c'est en projet, et je compte vraiment pouvoir faire ces interventions. En tout cas, ça me tient à cœur. Et j'ai été abordée par 2-3 personnes. Malheureusement, ça n'a pas donné suite parce qu'on s'est confronté à des directeurs qui étaient assez fermés à l'idée de faire intervenir une ancienne détenue, parce que il y a toujours des préjugés, malheureusement. Sous prétexte, je cite, qu'ils avaient peur que ça incite les jeunes à faire des bêtises, alors que le but de la prévention, c'est bien l'inverse. Hein. Exactement. Bon, donc on voit aussi, on souligne la mauvaise foi de ce directeur en question. Mais en tout cas, je vais pas lâcher l'affaire, et puis je pense qu'il y aura d'autres personnes qui m'approcheront, ou que j'irai moi-même chercher aussi, parce que c'est le but. Bien sûr. Et pour toi, ce serait un exutoire par exemple, de conseiller aux femmes de ne pas suivre ton chemin, ou de les conseiller justement des personnes qui ont suivi ton chemin et qui sont retrouvées dans la même situation que toi? Est-ce que tu penses que ce serait utile pour toi, pour ta vie privée, personnelle? Est-ce que tu penses que ça t'aiderait aussi pour toi de conseiller les autres personnes? Oui, bien sûr, ça donnerait un sens à ma rédemption totale, et puis ça donnerait un sens au après. Donc je me dis, voilà, j'ai appris de cette expérience de vie, parce que ça reste une expérience, hein, et donc je me dis, autant en faire quelque chose, autant que ça serve à d'autres gens qui sont dans le besoin, parce que transmettre, c'est des valeurs, moi, qui me sont très importantes, et donc on peut apprendre de tout le monde. Moi, j'apprends de vous aujourd'hui, j'apprends des autres, et je peux aussi apprendre des choses que j'ai appris, ce par quoi je suis passée notamment. Et donc un exutoire, je sais pas si ce serait un exutoire, mais en tout cas, ça donnerait du sens. D'accord. Voilà. Merci Nina, c'est très gentil en tout cas d'être venue. Merci à toi, merci à vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir reçu. Plaisir partagé. Merci beaucoup Nina. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à toute l'équipe ID Production, association Cœur Musical. Vous étiez sur Lumière Noire Production. C'était une interview à cœur ouvert avec Nina. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de laisser des commentaires. Merci et à bientôt. Toujours auprès de toi, c'est elle que tu regardes, ouais, mais pas moi. Non, non, non. Toujours auprès de toi, c'est elle que tu regardes, ouais, mais pas moi. Non, 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 non. Toujours mais t'es plus là, tu sais où je trouve mon bonheur dans tes bras. Tu t'es lassé de moi, en partant avec, tu me reverras. Plus jamais de ta vie, ouais, je te l'avais bien dit, oh oui, oh oui. Plus jamais de ta vie, c'est elle que t'as choisi, tout est fini. C'est mon cœur que t'as brisé. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas moi. Bébé, tu sais que je t'attendais. Yeah, yeah, yeah. Mais nous deux c'est fini, et ainsi va la vie, oh oui, oh oui. Oh, mais nous deux c'est fini, et ainsi va la vie, oh oui, oh oui. Le temps passe, mais je ne t'oublie pas. Chaque chanson, elle me ramène à toi. Et aujourd'hui, je vis ma vie sans toi, et c'est bien mieux comme ça. Alors oublie-moi. Le temps passe, mais je ne t'oublie pas. Et chaque chanson, elle me ramène à toi. Et aujourd'hui, je vis ma vie sans toi, et c'est bien mieux comme ça. Alors oublie-moi. Quand je repense à nous, je me revois pleurer dans le miroir. Des bisous dans le cou, tu me le faisais dans le lit chaque soir. Tout n'était qu'illusoire, mais illusoire. Illusoire, et même si tu m'aurais averti, bien sûr je l'aurais mal pris. Ouais, ouais. C'était ce qu'on s'était promis à faire classer. Oui, j'ai tout effacé.
effacée. Toujours auprès de toi, c'est elle que tu regardes, ouais, mais pas moi. Non, toujours auprès de toi, c'est elle que tu regardes, ouais, mais pas moi. Mais pas moi. Le temps passe, mais je ne t'oublie pas. Chaque chanson, elle me ramène à toi. Mais aujourd'hui, je vis ma vie sans toi et c'est bien mieux comme ça. Alors oublie-moi. Le temps passe, mais je ne t'oublie pas. Et chaque chanson, elle me ramène à toi, me ramène à toi. Sans toi, et c'est bien mieux comme ça. Alors oublie-moi. Toujours auprès de toi, c'est elle que tu regardes, ouais, mais pas moi.